plouf, as usual, ponctuel. Bonsoir messieurs, mesdames, on espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons deux guests, un habitué Dry Paints et un petit nouveau, un grand nouveau, un nouveau. Maltemo, comment vas-tu? Quelle est, je vais dire la raison de ta venue? Non, on va faire une veille techno tous ensemble. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi un peu, qui t'es, d'où tu viens, ce que t'aimes faire? Du coup, bonsoir à tous. Moi, je suis Maltemo et je fais du coup de l'audit de cybersécurité et du développement, deux sujets que j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est pentest web, etc. Et voilà en gros le sujet principal. Ça t'a l'air pas mal. Vous l'avez compris, on a trouvé un motivé de plus pour venir présenter les trucs qu'il aime bien faire. Et on discutait un peu, a priori, il aime bien plutôt le front-end en préférence. J'aime bien attaquer le front-end, oui, en effet. Je vais peut-être vous saouler un peu avec ça. Tant qu'on arrive à trouver de l'impact, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise vulne. Alors, bien sûr, le bonjour aux habitués qu'on voit déjà présents dans le chat. On pense à Agro, on pense à Edisgad, on pense à... Forcément, on va oublier donc cette bêtise, mais ça régale. Voilà, merci, again. Petit changement de scène, en mode 3 screen. Alors, on a à peu près une 25aine d'articles de mon côté, 5-6 côté Maltemo, 5 côté Dry. Ce soir, on a du pain sur la planche. Il y a de la faille, il y a des feeds de news, il y a de la technique, il y a un peu d'actu vite fait, il y a des gros rentes, des bons gros coups de rage. Et voilà, je propose quand même d'en attendre un petit peu, que tout le monde arrive, de se faire un petit passage dans les mèmes du channel. Parce que on n'est pas 3 ce soir, on est 3.10. On a Kelly qui nous spamme de mèmes de qualité. Et voilà, Automation at its finest. Plutôt sympathique, les vidéos on a peut-être éviter. Les classiques blagues Linux, Sido, Make, etc. Classique mais doublement ironique. Parce que à la fois, former les employés, parce que... Attends, si on forme les employés et qu'ils se barrent, mais si on les forme pas et qu'ils restent, mais Agari donne des formations tip top, donc c'est vraiment le maître troller qui troll. C'est nice. Du troll sur les commentaires de code qui peut être en audio, c'est non. C'est comme les variables qui sont des smile ou des white space, c'est non. On a dit que c'est genre avec une spéciale place en enfer. Celui-là, j'avais pas trop compris, mais il se bat avec du pathos, donc c'est nice. Celui-là, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, le petit... je sais pas, tu subis quelque chose, le fail successfully, le petit you are error. Catastrophique failure. Et le classique dilemme, est-ce que vous voulez être le gros bourrin ou est-ce que vous ne rentrez pas dans la première case et du coup vous êtes catégorisé. Je surjoue un peu, mais en vrai, assez drôle. Petit troll justement lié à WoW, très très belle transition. En fin de stream, si mon PC supporte le fait d'avoir de OBS, 15 browsers, 20 000 tabs et une VM, j'ai fait le test de Ubuntu qui est un clone Windows. C'est bluffant. J'espère que la VM, elle est déjà setup et tout, mais j'espère juste que mon PC va pas freeze et mourir. Le temps le dira. Sur ce, bienvenue critique qui vient d'arriver. Sur ce, ouvrons les hostilités. On commence avec petit clin d'œil à François qui a sorti une vidéo sur un write-up de box, hack de box à ma connaissance. Et il y a un beau chapitrage. Forcément, comme maintainer à la Lubuntu, donc il est sur la Lubuntu. Et c'est ultra cute de voir la méthodo qui avance bien, qui est assez structurée. Le côté, j'ai fait ça, mais je suis un teubé. J'ai fait ça, mais en plus là j'étais fatigué, donc j'ai confondu les usernames. C'est si dur de faire d'une traite. C'est si dur de pas choke un sujet. Là, c'est propre, on voit les petits détours, mais c'est quand même speed up pour que ce soit agréable à regarder. Ça m'a régalé, honnêtement. François, je pense que tu verras ça. Je vais te faire une review. Une review sur, tiens, t'as fait comme ça, je pensais ça. Tiens, je pense que tu kifferais ce tips. Je pense que je vais essayer de faire ça. Ça peut être drôle. Puis après, tu pourras faire une review de ma review pour tout un peu de ma gueule. Oh, le React, quoi. C'est ça. React to React. On enchaîne sur... Tallcat Cyber, le projet des copains Ionise et 3 autres collègues de son école qui ont commencé à lancer du podcast. Et on a à la fois Remsio qui a été nominé pour les Portswigger Awards et Newsoft tip top qualité en termes de compétences et de savoir-vivre et de trollage cyber sécu échec et j'en passe. A priori, le seul, unique et vrai propriétaire de la cyberetanéchec.com ou un truc comme ça. Donc voilà, vraiment elle est sympa, c'est du long podcast. La vidéo à mon sens ça n'a pas forcément apporté grand chose, mais ils se sont fait
embêté par les locaux, comme souvent quand on essaie d'organiser des trucs avec plusieurs parties prenantes. Et le contenu est quand même chouette. Donc voilà, je highly suggested, comme l'a dit d'autres François. Comme d'hab, tous les liens, toutes les sources seront dans les descriptions des vidéos, donc vous embêtez pas à prendre des liens, screenshots et tout. Incoming, replay dans quelques temps. Ensuite, petit article. Est-ce que vous avez un avis, messieurs, sur Snap ? Snap, à savoir le package manager un peu plus récent que apt de Ubuntu qui fait une espèce de pseudo containerisation squash file system tout en un. Aucun. Moi, je m'en sers un petit peu de temps en temps lorsque j'ai pas d'autres alternatives pour installer de manière un poil plus propre que ce que j'aurais pu faire autrement. Mais c'est vraiment pas mon outil principal, on va dire. Ok. Alors, mon avis, qui m'a fait rire parce que je me lis dans chacune des phrases de cet article, c'est ouais, mais en fait c'est lourd, c'est un peu lent, c'est un système d'installation en plus, alors que apt fait le café, que Miss fait le café, que maintenant tous les binaires qui font des standalone, du Go, du Rust, du Nim, ce que vous voulez, qui font les petits elfs qui vont bien dans toutes les ARM dont on a besoin, dans toutes les architectures dont on a besoin. Pourquoi s'embêter avec un de plus ? Il y a un petit gain de sécurité, mais pas beaucoup plus par rapport à une appli conteneurisée autre. Et c'est bloaté, c'est lourd, c'est relou. En gros, quand tu as un système de Snap, tu peux connecter différents... Un peu comme les systèmes de namespace finalement, où dire il va avoir accès à ce... Tu peux avoir un Firefox dans un Snap qui n'aura accès qu'à ton répertoire de downloads parce qu'il aura mappé que ça. Donc... tu as des petits ajouts pour pas niquer ton système. Tu peux avoir un système où une appli peut être dans un Snap mais ne pas avoir accès au réseau. Donc il y a quand même des petits ajouts, mais juste lents et voilà. Et donc il dit, première chose que je fais après avoir chopé un Ubuntu, c'est virer Snap. So did I. Quelqu'un qui l'a trollé en disant, va voir PopOS, c'est super, ils ont enlevé Snap, trop bien, et ils font du Flatpak, c'est trop bien. Juste le nom que je suis pas fan, mais bon, c'est un nom. Et pourquoi le virer ? Et donc il te redonne un petit peu d'historique entre init qui s'est fait replace par systemd, avec des gens qui ont kiffé, des gens qui ont été en mode maxi hater, avec des raisons des fois, avec des vraies raisons souvent même, mais toujours est-il, la transition c'est quand même pas mal faite, sauf pour quelques distros. Il parle de tous les avantages, désavantages, on va pas forcément aller là-dedans, parce que c'est vraiment juste le côté rente, le côté grosse rage de l'article qui me régalait. Et c'est un article, à mon sens, qui est bien construit, parce qu'il dit le pourquoi. Il dit pourquoi c'est drôle. Il dit que c'est full subjectif, c'est un avis, pas un fait à prendre comme tel. Il explique bien ce que ça implique de désinstaller, pour pas que les gens s'amusent à le faire. Il explique bien qu'il y a des gains de sécurité qu'on ne peut pas avoir sans, comme du live page, comme des... Vu que c'est tout containerisé, ils peuvent se permettre de hotbum des applications, c'est suffisamment stable. Et du coup, il dit plutôt que de tout RM, on va juste tout disable, comme ça on a toujours la possibilité de le récupérer. Et voilà, petit tuto, petit screenshot, petite commande copier-collable sans avoir les dollars devant. Il y a juste tout qui est fait pour être agréable à lire, à utiliser et se dire je veux lire d'autres articles de ce site. Donc voilà, ça a bien régalé. Et si vous utilisez Snap, je vous juge un peu quand même. Voilà. Un article qui n'est pas de la sécu, du tout. NeverSSL. Question piège again. Pourquoi est-ce qu'on peut des fois... Ah, attendez, lisez pas, au secours. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des fois besoin d'avoir un site qui n'a aucun SSL et qui n'en aura jamais et qui sera pas chiant? Alors là, Pour de la rétrocompatibilité. Ouais, mais c'est qu'un site. Tu serais rétrocompatible avec un site qui n'a pas d'autre usage que de ne pas avoir de SSL. Vous avez jamais galéré dans le train à vouloir vous connecter et pas avoir le portail captif ou la redirection ou rien qui trigger? Ah oui, ok. Il y a du HSTS qui va niquer des redirections, il y a les sites que vous visitez qui peuvent des fois bloquer la connexion parce qu'elle se fait MITM littéralement par le portail captif. NeverSSL, c'est la promesse d'un site en http://neverssl qui fera pas chier. Il y aura juste forever HTTP, pas de HTTP2, pas de HSTS, pas de header, pas de rien, juste un bon gros HTTP 1.1 pour qu'il se fasse marave n'ayant pas de sécurité et donc vous permettre d'être redirigé sur les portails captifs de Wi-Fi d'hôtels qui peuvent ne pas être toujours fonctionnels. Ça me fait plaisir parce que j'avais quand même, pour des raisons qui me sont personnelles, gardé la configuration SSL d'un site complètement daubé
un site que je maintenais, hein, un vieux truc, mais complètement daubé, juste, j'aurais pu le supprimer, mais c'était pratique de pouvoir cliquer sur mon favori pour trigger ce genre de panneau. Donc j'ai des coms. Voilà, il était temps. Bon, vous le savez, on fait la prose, pas du tout. On fait la promotion de i3 des Window Manager parce que c'est agréable, c'est un gain de temps, c'est clic-clac. On fait des choses, on change, on redimensionne, on s'en met en tiling. Bref, c'est le feu. Et c'est dense i3 à commencer. C'est pas le pire en termes de Window Manager, c'est quand même dense. Là, nous en plus, on a donc la Ubuntu qu'on maintient avec François, qui est basé sur Regolith, qui est basé sur i3, mais qui est sur X11 et pas. Bref, il y a plein de strates de techno et des fois des trucs un peu chiants à configurer, à intégrer. Et vous voyez à la taille du petit curseur, tout à droite, ceci est une bible. Ceci est une bible d'un mec qui vous explique de A à 0 comment est-ce qu'il fait son petit rinse, son petit truc joli, comment X3 fonctionne, comment est-ce que i3 est installable, configurable, switchable au démarrage ou mettable en session par défaut, le système de bindings, le système de vision, de background, ce que vous voulez, le système de démenu qui se trigger quand on a un petit Windows espace ou autre chose, pour écrire des commandes. Et bien sûr comment rendre ça un petit peu joli, faire du pseudo CSS et avoir un résultat in fine franchement pas dégueu, bien que peut-être un peu manuel. Mais bon, de toute façon faut apprendre à pêcher un jour et ensuite utiliser des frameworks qui ont automatisé une partie du taf. Mais voilà, vraiment maxi bible. Si vous aimez Window Manager, lisez-la une fois. Il y a plein de trucs où vous disiez mais comment on fait ça, tiens, si vous configurez je sais pas la barre, comment ça s'appelle, bah voilà, c'est un bon entry point, et à mon sens, le deuxième entry point n'est pas un article, mais juste une commande qui fasse du get PID, je sais plus si je l'ai... Get PID click. Cette commande-là est géniale, parce que get PID click, vous pouvez aller prendre un bout de votre barre, de votre browser, de votre terminal, choper le... Ah oui, bah bien. Super. Petit effet démo. Ah ouais, pas mal. Bon, toujours est-il, il y a moyen avec une commande en xprop de choper soit le nom de la fenêtre, soit le PID du process, soit les sources et savoir d'où ça vient. Ouais, très, très bel effet démo en effet. Et du coup, pouvoir dire, tiens, ça c'est le process Fluxbar ou... j'en sais rien, OpenSoft, j'ai aucune idée. Mais différents softs et pouvoir identifier et derrière savoir où et gérer la conf. Donc voilà, grosse bible. J'achète. Et... Qu'est-ce que dit le chat? La moindre appli graphique 15K de dépendance, non. Oui. Redirection de proxy web, je ne sais pas à quoi tu réponds. Il répondait à l'interro sur pourquoi on veut un site qui n'a pas de SSL. Redirection de... Oui, du coup, oui, clairement ça. Yes, i3, j'arrive pas à lire l'URL, mes yeux sont morts. Ne lis pas l'URL, il y a tout en description d'ici 1 ou 2 jours. On enchaîne. Ah, Xprop, ça marche mieux quand même. Oui, Agrowek, mais justement, mon alias, il y a moyen que c'était un Xprop. C'est un Xprop. C'est un Xprop sur ça pour choper le PID de la fenêtre. Et je pense que c'est juste mon parsing qui doit plus être à jour avec le nouveau format. Parce que c'est des alias que j'ai depuis un moment. Next. On enchaîne avec... non pas Théotéron, mais The Other One, car j'ai enfin appris à le prononcer après 4-5 streams échoués quand même, qui nous propose un petit revamp qui n'est pas une de Karma Attack, il me semble. Voilà, The Karma Attack. Système d'attaque, de clonage, de vol, de Wi-Fi, en tout cas arriver à soit se placer en MITM vis-à-vis d'une victime, via juste la machine qui reconnaît soit l'ID, soit juste le nom de la borne Wi-Fi simulée pour s'y reconnecter. Donc ça consiste à, je viens, je DOS ta connexion ou ta box, je me mets moi en tant que signal avec le même nom ou le même ID plus fort, et j'espère que tu te connectes à moi. Si c'est le cas, il y a moyen d'avoir pas mal d'impact. Et à la fois l'attaque est connue, genre c'est pas du nouveau, mais c'est plutôt bien expliqué, et la partie à mon sens encore plus cute, c'est à la fin. Il viendra nous voir en stream, il y en a déjà des petits plans. Mais en gros, il y a eu toujours le repo du Tiniest Evil Device. Et en fait, là, on dirait que c'est un gros device, mais vraiment, le truc, c'est ça. C'est petit. C'est une Apple Watch. C'est une Apple Watch. Donc voilà, c'est assez drôle de voir ce genre d'attaque implémentée là-dessus. Et de pouvoir juste, bon, faites pas ça en compte de hack, c'est un peu dick move, mais juste voir un peu autour de soi l'étendue des dégâts, juste à se faire une idée de combien de devices sont vulnérables à ce genre d'attaque.
Ou est-ce des fois on pense que des choses ont été patchées et on se rend compte que que les stacks réseau peuvent avoir du retard, comme les routeurs, comme ce genre de choses. Donc voilà, assez sympa, bien écrit, toujours un régal. Un rapport de Datadog Security Labs sur qu'est-ce qui se passe côté AWS en termes de crypto mining, attaque et ECS is the new EC2. Donc clairement, avec leur belle illustration, juste avec le titre, on sait que ça va être du mining. Ils vont nous donner plein d'IOC, plein de clés pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les threats Intel, pour les menaces actuelles, pour les bad actors qui font le bordel. Écrit par Christopher, très très compétent, et Martin, je ne connais pas, mais je suppose également. Et ils leur font le report de l'intégralité des événements qui ont fait le plus de dégâts parmi les clients qu'ils ont pu monitorer ou aider, parce que bien sûr Datadog fait du monitoring. Et donc ça veut dire qu'arriver à avoir un monitoring assez fin en se pluguant sur ces log cloud sur certains types d'events, ce qu'on veut de toute façon c'est faire du Pareto, choper un maximum de choses avec le moins de bruit et d'efforts possible. Bah là, ils donnent toutes les tactiques et techniques de ce genre d'attaque qui peut faire salement cher si on se met à miner avec toute votre infra d'un coup en week-end en ayant désactivé les alertes. Donc voilà, je trouvais assez cool. Des petits schémas, des explications, ça se lit bien, même si c'est un peu dense, enfin un peu long. Mais globalement, ils ont vraiment pris des bons dans leur Security Lab. Ils ont 2-3 articles pour de la sécu Cube, AWS et même des fois un peu plus cloud agnostique. C'est un régal à dévorer. Avez-vous entendu parler de SSH3 ? Non, pas du tout. Il était temps. C'est une lib qui est actuellement... Enfin, une lib, c'est un nouveau... C'est SSH v3, littéralement, qui est en train de se faire développer, qui fonctionnera over Quick, donc over HTTP 3, I guess, qui lui est basé sur de l'UDP et qui réimplémente la fiabilité à leur sauce et non plus avec du TCP, plus uniquement du TLS un peu plus récent à jour et donc pas de compatibilité avec les anciennes versions de TLS et SSL. Et pas mal de petites choses chouettes. Donc Faster Session Establishment, OSEF un peu, on n'a jamais eu des délais monstrueux. Authentication Method by default pour avoir OAuth 2, OpenID et autres. C'est bien que ce soit pas du plugin et que ce soit dans le core. C'est suffisamment mature, je sais pas, mais c'est suffisamment adopté maintenant pour que ce soit adopté dans les libres littéralement. Robustness ou port scanning. UDP, c'est chiant à scanner. UDP peut ne pas répondre tant qu'on n'a pas la bonne première, les premiers managed bytes, et du coup on peut avoir un système où, c'est possible sur TCP mais vraiment plus galère, juste ne pas montrer qu'on a un port ouvert et pourtant avoir un port d'administration. Ce qui veut dire qu'un attaquant ne va pas énumérer vos ports et cibler les ports utiles, il sera obligé d'essayer toutes les attaques sur un port en ne sachant pas s'il y a derrière. Donc je trouve ça très très nice. Enfin voilà, point de vue sécu, c'est cool. Modern Quick Protocol, including connection migration. Vu qu'il n'y a plus de système stateful en TCP, on pourra être sur une machine, avoir l'hyperviseur qui fait une migration de la VM, reprendre la VM et avoir un espèce de fast forward et rester connecté, même en changeant soit de réseau, même en changeant soit de serveur hôte pour la machine distante. Bref, il y a des dingues qui arrivent, très chouette, mais à côté de ces dingues, il y a des trucs qui font un peu... implemented. Donc voilà, il y a déjà les classiques, certificate based, authorized key, non-host, ce genre de choses, les classiques. Donc voilà, à suivre. Ça peut être sympa, il y aura sûrement quelques petits fails au début, parce que on sait, c'est un classique, quoi. Quand un nouveau soft, il faut du temps pour se faire éprouver quand on est open source, je pense. Au début, c'est un peu la jungle. Mini point de chat. Il n'y a pas grand-chose. J'ai fait un alias plus long que le nom du tool. Oui, Agrorec. J'ai fait un alias plus long que le nom du tool quand je ne me souviens pas du nom du tool. Tu m'excuseras, mais se souvenir qu'il faut _net _ WMPID. GetPID GetPID ou KillClick. Ça marche très bien, KillClick. Bon, sauf que c'est du sudo, super. C'est pour forcer le KillClick. Petit article de Synactive, il y en aura d'autres, mais là, est-ce que vous êtes familier avec Ivanti Connect ? Pas du tout.
Si je vous dis Pulse Secure. Pas plus. HSM. Un VPN qui peut... Enfin, un VPN RDP Edge, bout de service, bout d'autante. C'est une usine à gaz qui fait tout. D'accord. Faudrait vous trouver 2-3... Est-ce qu'il y a des photos de l'interface là-dedans? Je ne sais plus, non, on parle pas de ça. Pulse Secure Connect et images. C'est ce genre d'interface là pour les invités de connexion. Il y a du client lourd, il y a une grosse appliance, il y a de la VM, il y a ce que vous voulez. Voilà, ça, Open Image in New Tab. This is globalement le genre de fenêtre avec lesquelles vous battez quand il y a du Pulse Secure. Et je vais baisser un peu la musique. Yep. Du coup, ouais, c'est ce genre de fenêtre contre lesquelles vous allez vous battre avec 15 000 menus, sous-menus. Derrière, il y a des CGI, il y a du Perl qui invoque du Python qui est plus ou moins déprécié, qui va lui-même faire des loads arbitraires de points SO qui sont compilés avec 0 hardening de compile. Je l'avais audité un peu. Ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des failles trouvées et qu'il y ait des trucs qui sortent régulièrement dessus. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Je change la musique. Je m'emballe pas trop. Heureusement que c'est pas les derniers. Yes. Sinon, on n'a plus de travail. Ouais. Non, mais là, pour le coup, il y a quand même vraiment des choses. Hein. Enfin, Perl, pourquoi pas, mais il faut vraiment être ultra radical quand tu codes parce que t'as plein de systèmes où juste faire un open sur quelque chose, ça peut faire une RCE par défaut. T'as tout un système de unpacking des paramètres où quand tu les mets plusieurs fois dans l'URL, ça va aller se inonder un peu les fonctions, enfin inonder de paramètres un peu comme des quarks en Python. Enfin, t'as tout un système où ça ne peut pas bien se passer pour du web. Les CGI, c'est jamais qu'un truc qui interface avec un shell derrière. Ils ont des URL avec un système de routing, avec un système... Il y a trop de rewrite pour que ça se passe bien. Il y a trop de spaghetti code. Toujours est-il, du coup, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé et Synactive nous régale de leur article. Alors, les URL en Dana, retenez que c'est plus secure. Il y a Dana admin, Dana home, Dana out. Et toutes les variantes avec les pourcents de F, les points virgule, les points slash, les points %09. Et vraiment, ils se sont fait ratatiner plusieurs fois avec ça. Et donc, Synactive qui nous dit, la première c'est quoi? C'était pass traversal leading to arbitrary file read. Vous avez donc du CGI, juste un petit, on chope le paramètre which untaint, bon, celui-ci on le récupère et on en fait quelque chose. Et derrière, on open, on read, on print, zoo, file read. C'est une appliance de sécurité. C'est comme F5. C'était une appliance de sécurité. Du coup, il y en a ça, on a la deuxième. Est-ce que c'est une deuxième? Non, voilà, c'est juste montrer le POC et montrer que ça sort bien. Excellent. Une deuxième qui est une Remote Code Execution. Celle-là, donc on a dit qu'il y avait LogViewer avec un bon bout de commande exécutée, toujours du CGI qui va exécuter du Perl, et derrière un petit ID qui se fait récupérer dans du Popen, et voilà, sans plus de pression finalement. Mais qu'est-ce qu'il disait? Voilà, ça c'est sympa. Par contre, elle devait être un peu plus tricky à trouver parce que les paramètres injectables étaient correctement sanitized quand ils sont récupérés de l'utilisateur pour être mis en DB, donc pas de SQLi. En revanche, quand ils sont retrieve de la DB, là, ils peuvent se faire mettre dans une commande. Donc c'est une seconde order Remote Code Execution post-out. Il me semble post-out. Est-ce qu'ils mettent un cookie dans la partie rejeu? Je ne sais pas. Ça reste une RCE. Ouais. Non, c'est clairement une RCE et c'est justement, si t'as un truc en 2 étapes, t'as quand même moins de chances que quelqu'un la crame avant toi. Donc tu fais ton process tranquillement, y a pas de... c'est pas dans la précipitation, quoi. Donc assez joli à trouver, pas très agréable à lire le Perl, les payloads non plus, mais en vrai ça se comprend bien. C'est vraiment juste je rajoute mon code et ça va passer. Donc on a ça, le petit POC qui fait plaisir, et cette cookie c'était quoi? Ah oui, c'était pour trigger à la fin. Donc ouais, non, elle c'est vraiment une 3 step a priori. Donc voilà, assez sympa à trouver, assez sympa à lire. Et il montre un peu la méthodologie, il me semble qu'il donne des scripts même. Non, ils ont juste automatisé pour eux.
et remote code execution again. À base, pareil, d'injection. Ouais, vraiment, c'est les classicos où ça peut tomber en fuzzing tant qu'on fait assez d'actions. Et ça route. Un plaisir. Il me semble qu'ils avaient une LPE aussi. NR. Je sais pas du tout ce que c'est le binaire NR, ça vous parle? Pas du tout. Raté. Man NR Linux, Hawk. Man NR, forcément j'ai pas. Peut-être c'était un Numéro binaire à de eux. ligne, de ce que je viens de Ah ouais? voir. Ouais. Possible. Attends, Par contre, je me suis... L'expression NR signifie le numéro de ligne, mais c'est en majuscule, du coup je sais pas si ça compte aussi en minuscule. Non, je pense pas. Je pense que ça devait être un binaire propriétaire de leur côté pour faire des runs. Toujours est-il. Ça c'est dans Hawk, ouais. Ouais, ça avait l'air d'être dans Hawk. Donc du GTFO classique finalement, juste faire exécuter un sous-programme bénéficiant du fait que le premier soit UID, basta. Et à cette note, on avait une deuxième passe. Bon, là on parle de rapports de vuln divulgués versus des vrais articles détaillés. Il est un peu plus agréable à lire, mais le contenu des deux reste extrêmement quali. Ils nous parlent de quoi? Ils avaient trouvé des bypass. Je vous avais parlé de Dana et de Dana Haute. Donc voilà, une fois de plus, hein, c'est la fête. Du Perl dans des CGI, dans du script, super. Et pareil, là, ils avaient quoi? Ils avaient des regex pour choper un paramètre en get. Et ils ont vu qu'il y avait une faille qui avait été patchée. Il me semble que là, c'était de la recherche de Nday. Vu que c'était une autre faille critique haute bypass, notre équipe de sécurité a voulu protéger nos clients, donc ils ont fait la post, enfin pas la post-exploit, mais le reverse pour le patch diffing, pour trouver la faille, faire un POC et dire à leurs clients s'ils étaient vulnérables ou pas. C'est assez précis, ils expliquent le système de .so, parce que bien sûr il y a plein de choses compilées dans cette appliance, qui n'ont pas beaucoup de protection, ni d'obfuscation, ni même de stripping des fois. Et donc en récupérant le code source, faisant un petit coup de décompile via Ghidra, ils ont pu récupérer tout ce qu'ils voulaient, voir qu'un autre bout de code était appelé, choper les paramètres du serveur SAML, on se dit SAML, plus CGI, Perl ou des vieux .so, voire même il me semble qu'il y a un peu de Java aussi dedans, de mémoire. Ça finit forcément on parse du XML et on fait une SSRF. Et avec la SSRF, ils avaient déjà tapé de la RCE en interne. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué. Donc ok, ils ont une blind, une SSRF tout court, blind je sais pas. À cause de l'XML tooling qui n'était pas à jour, qui n'avait pas encore été bumpé dans Pulse Secure. Bon, bypass de signature avec juste un petit URI à mettre. Et zou, ça fait un get. C'est pas de la SSRF trop dur à trouver, ça marche, trop bien. Mais là où ça m'a cassé le crâne, c'est que j'avais raté une partie. Ils ont dit oui, derrière, il y a un REST API qui fait en Python pour faire d'autres actions en interne sur le serveur. Donc déjà, vous dites, la sécurité du soft tient au fait que le Python ne soit pas exposé à la moindre SSRF, il y a des actions privilégiées. Et la partie Python, ils ont à la fois un système de TOTP en interne pour l'OTANT, mais cette TOTP a du pass traversal par reverse proxy ou juste par... c'est l'appli qui le mange comme ça, pour aller taper un licence key statut qui, pour une raison je l'ignore, ils ont juste dit ouais, on a pris une ancienne payload. C'est lunaire. C'est un peu lunaire parce que input, URL, décode, cette chose-là. Ils ont juste une URL. Et quand tu tombes dans cette URL, ce qui vient en point-virgule après, arrive à taper la RCE. Au début, je me suis dit, mais c'est parce que c'est utilisé en tant que SSRF et payload plus tard? Ou c'est... Qu'est-ce que... Comment? C'est la commande d'injection 1 sur RootMe, quoi. Mais même pas, dans le pass, il n'y a même pas un paramètre, c'est dans ta commande et dans ton pass, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je ne comprenais pas. C'est lunaire. Hein. C'est lunaire. C'est les box entry points de HTB. Converting the SSRF to an authentication bypass and then RCE was much simpler. On savait à cause du bypass d'Authent qu'il y avait un truc Python en interne. Si on pouvait utiliser la SSRF pour appeler directement le serveur Python, on pourrait exploiter la même command injection qu'avant. Donc c'est qu'ils l'ont déjà détaillé.
Je l'ai pas lu, donc il n'y a pas d'intérêt à le couvrir en galérant à le lire devant vous. Mais cette note, de toute façon, font vraiment des articles quali, donc filez le lire. Donc voilà, un petit get qui fait une SSRF en interne, qui fait une injection de commande dégueulasse derrière un reverse proxy qui bypass la CL. Yeah. C'est terrible. Et bien sûr, ils ont cherché des endpoints un peu plus fiables, un peu plus toujours accessibles, et ils se sont rendus compte que le logout bouffait du XML en get, et du coup, c'était encore mieux. Il y a quand même une petite part qui me reste un peu sombre, où ils font un système de compression chelou en Python pour pouvoir encoder leur payload. Genre, c'est ma payload en XML. Je me demande si c'est pas un peu le... Ouais, non, j'en sais rien en vrai. Bon, je pense qu'ils ont dû regarder le code de base. Donc voilà, à lire, un plaisir, et du coup, appel à volontaires. Pulse Secure, il y a à boire et à manger dedans. Ils ont un problème de bounty privé, à ma connaissance. Je suis sûr qu'ils sont ouverts aux requêtes, et si vous voulez vous amuser, c'est sûr qu'il y a des millions de choses à trouver dedans. Est-ce que c'est simple? Je sais pas, mais il y a du fuzzing de librairie sans ou avec peu de hardening. Il y a des CGI, il y a du Perl, il y a du reverse proxy, il y a des file formats complexes, il y a des systèmes protocolaires réseau, des protocolaires plutôt interface. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Il faut aller croquer. Il y a même du Python. Ouais. Un dernier, je vous passe la main. C'est parfait. Allez. Dependency Confusion in Docker and Remote Pawning your infra. De notre cher ami Das, très très chouette, qui fait Sec Hebdo, et j'ai commencé là-bas, donc un bisou à eux s'ils tombent sur cette vidéo. Dependency Confusion, vous savez ce que c'est quand vous voulez installer des librairies de votre repo à vous interne, et manque de bol, il y a le interne, et si c'est pas présent, le externe, ou même des fois le externe qui est checké avant le repo public checké avant votre repo privé, et des systèmes de version qui peuvent s'overlapper ou se dépasser l'une l'autre et manger la priorité à votre librairie. L'idée, si vous faites un npm install ou un composer install ou que sais-je, bien une misconfig, j'ai mis la bonne librairie dans un repo public et vous êtes niqué. Et voilà, et donc a priori, viable sur Docker, faisable pareil. Donc pareil, on parle des Actifactory, des Nexus, des JFrog, des ECR et autres containers registry ou images registry pour stocker, et toutes les configs peuvent être vulnérables parce qu'en fait, ce qui va pull les Docker, c'est quoi? C'est Cube, c'est Docker, c'est LXC, LXD, c'est Cryo, c'est Podman, tout un tas d'interfaces à runC ou équivalent, ou en tout cas usage de namespace. Et le fait de devoir pull ces images, on peut toujours se craquer sur la config ou penser que nos noms sont uniques alors qu'en fait, non, il y a un fallback. Et là où c'est, à mon sens, la partie la plus triste, c'est que Ctrl F hard coded, the registry is used implicitly Docker Hub, it is hard coded in Docker binary. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas, à moins de forker le binaire Docker, faire un système où on aura soit notre container interne, soit si l'on n'est pas trouvé, rien. Donc dans tous les cas, on ne peut pas, à moins de bloquer le DNS ou quelque chose external à Docker, lock le fait d'installer les images en public. Donc il faut l'isolation réseau, il faut des policies, il faut quelque chose genre du Kyverno côté Kubernetes pour bloquer l'image ne provenant pas d'une source trustée, etc. Dommage. Dommage, on devrait avoir une option de opt-in pour les registries publiques ou de opt-out ou un flag, quelque chose. Donc il y a de la config, mais c'est un peu trop built-in, quoi. Mais bon, je pense qu'entre Docker et Docker Hub, c'est un peu pour eux, donc... Maltemo? Oui. Louis, es-tu? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que tu m'as partagé ton écran? Je vais faire ça maintenant. Une seconde. Alors, petit point de chat. User. Il y a Rofi Barra qui fait un appel à l'aide. Attends, j'en profite de mon seul appel pour venir sur ton live. Si quelqu'un peut venir me chercher en garde à vue. What? Quoi? On n'a pas interrompu, mais on a tous les deux rigolé. Oui. Donc s'il y a des gens sur Rennes non, qui mais c'est veulent fou, aller chercher... ça peut que être du troll. Oui, c'est du troll. Non, mais on a du monde sur Rennes. On peut envoyer du monde. Mais
qui a envie d'aller à l'hôtel de police? Bon, Fibara, si tu peux préciser que c'est du troll. Si tu précises pas, ben Et ils ok. j'habite en face, j'arrive. Ok, bon, parfait. Maltemo, je viens de balancer ton écran. Ok, parfait. Il y a mes MDR. Les génies. Il y a tout le monde qui y va. RDV. Ils vont en faire une drink love share dans le Comico. Oh la chance. Non. Non. Et ben c'est parti, si tout le monde est prêt. Je t'en prie. En avant. Alors, je voulais vous parler d'un petit article que j'ai lu, que je trouvais très intéressant. Alors, je connais, je sais pas si c'est marqué tout à la fin, l'auteur en question, Johan Carlson, qui parle justement des bypass de CSP et finalement un petit peu de son parcours qu'il a pu réaliser, tout ça à partir d'un tweet. Donc il y a quelqu'un qui posait la question de est-ce que ça vous dirait de trouver un CSP bypass sur Twitter. CSP, Content Security Policy, pour rappel, c'est ce qui permet du coup de bloquer dans votre navigateur du JavaScript qui ne serait pas souhaité, notamment potentiellement des attaques XSS. Et ça, c'est défini par une balise méta ou par un header. Donc ça, il explique dans cette partie-là. Et donc lui, en creusant un petit peu sur le sujet, il explique un petit peu comment ça fonctionne en détail. Donc moi j'ai appris 2-3 choses en lisant son article. Donc le Content Security Policy concrètement, ça donne des directives dans lesquelles on peut bloquer certaines choses. Et notamment une des directives qui est intéressante, c'est le script source, parce que ça permet de bloquer potentiellement le JavaScript qui est chargé à travers des balises script. Donc il y a plusieurs manières de définir ce qu'on va laisser faire ou pas. Donc on peut soit le faire à travers des whitelists ou blacklists, donc ELO-list, deny-list si vous préférez, soit on peut le faire à partir de nonce, donc une valeur aléatoire qui est fournie par le serveur, et cette valeur-là, il faut la préciser, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la balise script dans un paramètre nonce, et si la valeur ne correspond pas à celle côté serveur, et bien dans ce cas-là, le script n'est pas exécuté, tout simplement. Il explique du coup aussi que dans AngularJS, on a pas mal de manières de contourner en fait les protections qui sont mises par les CSP, notamment surtout ceux qui sont sur la partie whitelist, parce que ça donne plein d'outils pour pouvoir ajouter des choses dans le DOM, pour pouvoir s'amuser et exécuter du JavaScript au final. Donc pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça ? Il nous parle de tout ça parce qu'il a vu notamment des articles et des choses liées à ces sujets-là, et il explique un autre aspect que moi je connaissais pas du tout, qui est toujours en parlant de la directive script source. On a le fait que on peut mettre donc le nonce pour préciser qu'une valeur aléatoire permet d'exécuter les balises script, mais aussi de ça, il y a un autre paramètre qui s'appelle strict dynamic. Et ce strict dynamic, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire tout simplement que à partir d'une balise nonce, on peut créer plein d'autres balises script sans avoir besoin de préciser le nonce. De manière, il peut le générer de manière. C'est un nonce reuse ? Alors. Genre, il pas a tout une à fait. balise script avec un nonce valide qui lui permet d'avoir un gadget pour en réinstancier des... En fait, c'est ça, c'est concrètement la balise script qui a son nonce peut générer plein d'autres balises script s'il veut, sans avoir besoin de repréciser le nonce. Mais du coup, ce que ça a fait, en plus de ça, c'est que l'ensemble des URL whitelist qui auraient pu être mis avant ou des URL blacklist, donc le fait de pouvoir mettre un ensemble de ressources qui sont acceptées ou pas, c'est complètement ignoré si on rajoute strict dynamic. Là, on ne fonctionne plus qu'avec le nonce, les balises script avec le nonce, et sinon, tout ce qui est généré à partir de... C'est du nope. C'est du nope. C'est du nonce oriented programming. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, à l'inverse, si on a juste nonce et des URL whitelist sans le mot-clé strict dynamic, et bien dans ce cas-là, tous les nouveaux scripts qui sont générés, tous les balises scripts devront indiquer le nonce, concrètement. Donc vraiment, le strict dynamic, ça permet de générer plein d'autres balises, et lorsqu'on le met pas, on est obligé de préciser à chaque fois le nonce. Bon, très bien, pourquoi pas. Donc il nous donne cette information-là qui est importante pour comprendre la suite. Attends, c'est quand même un régal, le strict dynamique, c'est strict, mais ok, t'as vu, qui te force à réutiliser le nonce, le nombre only one, c'est genre...
La phrase est géniale. C'est juste la balise de départ et après tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est assez lunaire. En effet. Et donc il commence par faire un petit peu son analyse. Il regarde sur CSP Evaluator de Google, qui est très pratique. Il suffit de passer un site et il va récupérer soit la balise méta, soit le header du CSP, l'analyser et donner plusieurs informations là-dessus. Et donc lui, ce qu'il observe, c'est qu'il y a effectivement du nonce qui est indiqué ici, mais pas de string dynamique. Donc par conséquent, comme il n'y a pas de nonce, comme il y a le nonce mais pas le string dynamique, tous les nouveaux scripts sont générés, tous les nouveaux scripts générés sont vérifiés avec le nonce et la liste d'autorisation est bien valide. Donc il dit bon, il y a plein de endpoints dont il aurait pu se servir, mais il dit c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et lui, il fait son premier payload. En prenant une balise script, il ajoute la Google reCAPTCHA qui, pour votre gouverne, utilise Angular. Et donc on avait parlé d'Angular tout à l'heure, où il expliquait qu'Angular avait pas mal de gadgets qui permettaient de faire des choses. Et du coup, lui, il écrit son petit... Attendez, mais depuis tout à l'heure, je raconte n'importe quoi. Il y a nonce... Non, tout va bien. Ok, nonce but no string dynamic. Excusez-moi. Tout va bien. C'est moi qui m'en mêle les pinceaux. Et donc, il utilise ce gadget-là pour pouvoir faire sa XSS. Donc en utilisant des éléments event avec AngularJS. Et il arrive à faire pop une alerte 1 en partant de ce principe-là. Cependant, s'il essaye de remplacer le alert par une autre méthode comme du eval, bah, il se fait casser la tronche par une autre directive. C'est simple, en fait, script SRC, si on précise pas que c'est unsafe eval, bah, tout ce qui va être eval, set timeout, en fait tout ce qui va exécuter du JavaScript de manière totalement libre, bah, ça va se faire bloquer concrètement. Donc on est obligé d'utiliser les gadgets de base Angular et on peut pas aller beaucoup plus loin. À partir de là, il explique que dans sa situation, il se dit bah, pourquoi est-ce que j'essaierais pas tout simplement de créer d'autres balises script, mais je vais être obligé de préciser le nonce. Et là, il m'a appris quelque chose de très intéressant, c'est que le nonce, lorsque vous allez sur une page et que vous inspectez, il disparaît. En fait, il est strip quand on le voit, quand on inspecte le HTML. Sinon, on pourrait abuse de un bout de JS pour le lire et bah, et tu le ne crois pas si bien dire. Ah ouais. Tu ne crois pas si bien dire. Donc, il est strip aussi côté CSS, donc il n'est pas du tout visible d'un point de vue CSS, notamment avec les opérateurs qui pourraient potentiellement l'exfiltrer en faisant du guess petit à petit. Mais bah, il est accessible via le JavaScript. Et là, on se dit, mais hein, comment ça? Et du coup, effectivement, j'ai bien testé dans mon navigateur, et on peut vraiment récupérer le nonce depuis le JS. Ouais. Et alors du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, maintenant que je suis capable de récupérer le nonce d'une des balises, bah, je vais tout simplement le chercher avec du JS, je génère ma balise script, et ensuite, bah, du coup, je mets la source que je veux et bah, il aura le nonce, donc il sera exécuté. Et étant donné que le string dynamique fait que la liste d'autorisation est complètement ignorée, bah, c'est parti, c'est la fête. Après, pourquoi s'embêter? La prouesse artistique est belle, ça pousse un peu la barrière, mais en soi, il avait déjà du JS arbitraire et du coup se mettre un petit eval de Betoua, de machin. Mais il expliquait que justement, le eval était bloqué. Notamment par tu te mets pas un eval, mais tu te mets un set on error function égale machin, et derrière tu appelles du oui, tout à fait. error. Enfin, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. C'est beau, mais overly complicated. Ouais, bien sûr. Et du coup, ensuite, bon, ce qu'il explique, c'est dans l'immédiat, il a vérifié et ce full CSP bypass, il avait déjà été trouvé par un autre chercheur et donc ça a été corrigé entre temps et il n'a pas pu s'en servir pour Twitter. Et il s'est posé la question de finalement est-ce que c'est pas réutilisable autre part. Donc il a creusé un petit peu et il s'est dit bon, d'un point de vue bug bounty déjà, c'est cool d'avoir un CSP bypass, mais si on n'a pas l'XSS, la plupart du temps ça va être tout simplement pas accepté. Puisqu'on n'a pas une full chain exploit, et il explique lui de son point de vue que c'est pas c'est pas forcément pertinent de fonctionner comme ça, dans le sens où si on a un bypass 2FA, bah, ça peut être publié et accepté dans un bug bounty. Néanmoins, ça reste quand même une partie de l'exploit et pas l'exploit complet. J'aimerais que ce soit accepté.
J'aimerais Et que du ce soit accepté. NPM, ils m'ont dit ah mais ton bypass MFA, il a des prérequis nuls, il faut que tu connaisses le mot de passe. NPM, hein. Ouais. De toute façon, la mentalité là-dessus, c'est justement c'est ce qu'il explique, c'est que pour lui, ce genre comment dire, de proposition dans le bug bounty devrait être accepté à partir du moment où l'entreprise est assez mature pour pouvoir accepter ce genre de choses et s'il a déjà réussi à régler de beaucoup plus gros problèmes, beaucoup plus importants. Mais il perd pas espoir, il continue à chercher et en fait il retombe il se souvient surtout. Il retombe pas, sur un article qu'avait écrit Gareth Ace, qui travaille donc chez Portswigger, qui justement parlait de CSP bypass, et dans son article, il avait fait une recherche d'un élément qui était utilisé dans Portswigger, et concrètement, il voit que c'était vulnérable à un CSP bypass, il corrige, et il dit tout ce qui pourrait être corrigé sur Portswigger, nous on prend sur notre bug bounty, donc venez, n'ayez pas peur. Et donc lui il dit, bah let's go, mon bypass, il passe sur Portswigger. Du coup, je vais le publier. Et ça a été accepté. Ça a été accepté par Portswigger. Il a gagné un bounty de $1000. Et en vrai, c'est plus qu'honnête. Et il a rajouté un autre bypass qu'il avait trouvé sur le CSP, notamment avec Form Action qui manquait. Il a gagné $500 de plus. Du coup, concrètement, c'était tout ce qu'on avait vu avant, c'est ça qu'il a exploité, et il relance le sujet de finalement, est-ce que ça pourrait pas être accepté par les entreprises qui sont un peu plus avancées d'un point de vue sécurité comme soumission, et que ça reste un sujet qui est important. Et un autre point que j'avais pas soulevé, qui donnait dans son article, qui est très intéressant, mais concrètement, le Content Security Policy, c'est bien, mais à partir du moment où il y a un tout petit problème dedans, ça tombe complètement à l'eau, et du coup, c'est assez difficile à mettre en place. Et c'est vraiment de la sécurité en profondeur pour l'instant, plus qu'une fin en soi. C'est pas ça qui va corriger vos XSS. D'abord commencer par corriger les XSS et ensuite, une fois qu'on se sent assez à l'aise là-dessus, mettre en place Content Security Policy. C'est une galère à mettre en place, le CSP. Si c'est pas pensé de base dans ton framework, dans ton infra et tout. Je l'entends. Après, il y a des choses qui simplifient un petit peu et qui aident un petit peu, notamment le fait de pouvoir les tester sans les appliquer. Et d'avoir les retours justement de si la CSP a flag quelque chose et a bloqué quelque chose sans le faire. Donc ça, c'est pour aider à la mise en prod. Mais je suis d'accord que pour la partie bypass, il y a encore pas mal de choses qui existent et c'est encore très complexe à utiliser, je trouve. Et aussi la documentation, c'est pas forcément évident à aborder sur l'ensemble et de s'en servir et de réussir à écrire des règles correctes. Ouais, c'est pas forcément simple comme terminologie, comme fonctionnement. Il y a moyen d'introduire des failles en implémentant ton CSP. Il y a eu des systèmes d'exfiltration de pages d'utilisateurs parce que la report URL du CSP pouvait être utilisée et spoofée pour, donc soit à base de rebind, soit à base de, je sais pas, proto-pollution front-end, j'en sais rien, j'ai plus le détail, mais il y a vraiment moyen d'exfiltrer le contenu du site de ta victime juste en falsifiant la return URL de la CSP. La report URL. Ah oui, d'accord. Tu viendrais te mettre au niveau de la report URL et tu mets autre chose à la place. Tu récupères les reports de violation avec plein de données dedans. Ah ouais, mais du coup, tu pourrais réécrire la CSP complètement. Mais du coup, faut avoir accès. Faudrait chercher. Ok, je suis curieux. Faudrait avoir accès à la balise méta, a priori, du coup, qui l'a définie et ensuite. Là, voilà, tu as une méta pour renvoyer un truc qui dit que. Et derrière, juste, tu triggers le CSP, tu triggers tes XSS en faisant trigger le CSP, qui va reporter la page de ton utilisateur. Et en gros, tu peux avoir une espèce de, je pense, cache poisoning pour aller, ou XSS stored ou autre, pour trigger ça. Et du coup, même si tu n'as pas une XSS viable, une injection de HTML dans le equiv plus une CSP peut te permettre d'exfiltrer la page du client. C'est beau jeu. C'est très intéressant comme sujet, je creuserai de mon côté aussi. Ensuite, du coup, je voulais partager un site qu'une de mes collègues m'a fait découvrir, que je trouve très sympa, qui s'appelle Talkback. Et concrètement, alors j'ai pris des petites notes sur le côté, je regarde. C'est un agrégateur de ressources liées à la cybersécurité. Ça peut être des articles, ça peut être des sorties de patch, ça peut être des dépôts GitHub, ça peut être des PDF de recherche, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Le projet, en fait, il date d'il y a 2012. Il a été réalisé à l'époque par Volvent. Donc toutes les informations sont au niveau du About sur le site en question, et il a été repris beaucoup plus récemment, du coup, toujours avec le même auteur, Volvent, et une autre personne qui s'appelle Langelo, enfin du moins son pseudonyme.
Et du coup, les données datent de 15 ans, enfin ils sont allés chercher sur des ressources qui datent de 15 ans et plus, donc on a vraiment des choses qui peuvent remonter assez loin. C'est classifié par données, vous pouvez voir il y a des petits tags, net, système, malware, reverse app, etc. Donc ça y est pas toujours, mais il y en a quand même pas mal qui sont déjà classifiés. Ça va, alors lorsqu'on clique sur un lien, on a un screenshot de l'article, on a un peu plus de détails liés à l'article, et on peut aussi du coup se l'ajouter en bookmark si on a un compte. On peut aussi l'indiquer comme quoi on l'a lu. Tu m'as fait bugger, en fait, c'est que des articles d'il y a plus de 15 ans ou c'est Non, plein d'articles jusqu'à il y a 15 ans qui ont été un peu comme un web archive de luxe? Ouais, tout à fait, c'est jusqu'à il y a 15 ans à peu près, en moyenne. Donc c'est des articles de 15 ans jusqu'à maintenant, et tous les nouveaux qui sortent, etc. Voilà. Okay. Désolé, j'ai peut-être pas été clair au moment où je l'ai dit. Si, c'est moi qui... L'ensemble de ces articles, ils sont sauvegardés avec Wayback Machine pour être sûr de pouvoir les récupérer même s'ils tombent plus tard. Donc ça, c'est pratique aussi. Donc on peut créer notre compte pour enregistrer les articles qui nous intéressent et pouvoir les lire plus tard. Il y a aussi possibilité d'en faire un feed RSS. Donc ça peut être intéressant, et l'ensemble des données sont gérées avec un Elasticsearch, et ils ont mis à disposition aussi une API GraphQL pour pouvoir rechercher et se balader dedans comme on a envie. Fazit. Don't try. mais du coup c'est très sympa. C'est un in-between entre Reddit et WebArchive. C'est moitié le côté on peut archiver les forums, continuer à échanger dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la main sur ce qui est ajouté. Du moins, c'est ce que j'ai pu. Alors, moi, j'ai pas ajouté de compte, j'ai pas ajouté d'article, mais de ce que j'ai cru comprendre en lisant dans le About, on va aller dessus, mais ils avaient l'air de dire que c'est des choses que eux ajoutent eux-mêmes, que a priori. System works by continuously monitoring several resources, medium for infosec, news, publication, partial content, voilà. Il doit y avoir un guide qui traîne pour faire une paire en disant ça c'est une source qui est sympa ou... C'est possible. Ils indiquent aussi qu'il y a d'autres choses qui existent sur le même sujet, donc ils proposent tout ça. Et il y a une FAQ qui est vraiment très bien rédigée, dans lequel ils répondent à pas mal de cas, notamment le sujet de l'API dont j'ai parlé. Voilà. Donc... C'est cool au-dessus, c'est pas genre un concurrent de WebArchive, il se repose sur Wayback Machine. Ah oui, absolument. Non, c'est pas ils se veulent pas du tout comme un concurrent. Non, c'était vraiment l'idée de lorsqu'ils trouvent un article qui les intéresse, ils s'en servent comme méthode de backup concrètement, pour être sûr de pouvoir retourner sur le lien après. Voilà. Donc c'est WebArchive Forum. C'est ça, et du coup ce qui est sympa c'est qu'on peut vraiment taper des mots-clés, hein. On peut taper par exemple la Luca, et on va retrouver pas mal de choses liées à notre hôte ce soir. Sinon, là, ce soir, Luca allait faire sa petite paire pour ajouter Think, Love, Share. Tu vois, t'as pas besoin, ça y est déjà. Nice. Mais du coup, ouais, non, c'est assez bien foutu, et ils vont chercher assez loin. Moi, je sais que j'ai pas énormément de présence sur les réseaux, etc. Mais j'avais fait une pauvre merge request sur Impacket il y a très longtemps, et si on tape mon pseudonyme, on retombe dessus. Donc voilà, ça va chercher des choses assez loin. Enfin, on retombe sur mon pseudonyme. Hein. On retombe pas sur ce que j'avais fait, parce que ça doit être un bordel de tout indexer, taguer. Ouais, c'est un gros boulot, hein, je pense. Mais je trouvais la plateforme très intéressante, et aussi l'aspect de finalement on cherche potentiellement quelque chose d'intéressant sur un sujet. On peut assez rapidement avoir un ensemble d'articles qui sont, alors je dis pas qu'ils seront forcément tous pertinents, parce que j'ai pas vérifié l'ensemble des choses, mais j'ai l'impression que en plus de ça, c'est vrai que j'ai pas dit, mais il me semble qu'il y a un système de score aussi sur les articles qui se base sur plusieurs choses. Alors je l'ai pas vu, moi là, si on prend un élément, je sais pas où est-ce qu'on le voit. Ça je l'ai lu au niveau des features. Non, je sais pas du tout. Le système de sorting. Parce qu'ils en parlent, le système de score, si je reviens. Resource ranking formula that factors in several attributes. Ah, c'est peut-être juste pour l'affichage. C'est peut-être juste pour l'affichage. Je pense que c'est juste pour l'affichage. Oups, pardon, je suis passé trop vite au suivant. Je pense que ça va être pour l'affichage des technical news, etc. Et a priori, du coup, les features, je suppose que ça se base sur des entre guillemets des personnalités qui vont mettre en avant certains articles en plus qui leur paraissent intéressants.
Voilà. Ouais, en gros, c'est un petit groupe de gens qui aiment leur truc et qui se disent autant partager et permettre de. C'est ça, moi je trouve que le projet est sympa et intéressant, et pour faire sa veille, ça permet de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et d'aller peut-être trouver des ressources qu'on n'aurait pas forcément. Donc voilà, je trouvais le site intéressant et intéressant à creuser, ouais, tout à fait. Tu ferais un tour aussi. C'est bien. En plus, Voilà. si vraiment la promesse est que les URL que tu as trouvées un jour là-dessus, elles y resteront. Je commence à avoir 3000 bookmarks, c'est fréquent que j'en ai qui expirent, j'ai eu la flemme d'avoir une extension qui auto-ajoute tout dans mes archives parce que c'est quand même un peu sauvage. C'est chiant. Moi, la promesse, je la trouve intéressante. Le seul truc qui, pour moi, me pose problème, c'est le fait que je trouve ça dommage qu'on puisse pas ajouter nos articles ou les choses qui peuvent nous intéresser et pour justement alimenter. Mais en même temps, je pense que ça doit être très compliqué pour être sûr que tu vas pas uploader n'importe quoi et pourrir la base. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils l'ont pas fait. Mais je pense que si tu pings les articles en disant hello, je suis machin, je fais ça et j'aime ça, moyennant un petit peu d'échange humain, oui, bien sûr. ça se fait. Ouais, je pense qu'il doit y avoir moyen. Et ensuite, bam, backdoor. Non. Hop là. Petit XSS, bypass de CSP. Et après, on chope le cookie. Non. Oh, attends, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu vois les trucs rouge, bleu, orange. Les badges là? Ouais. Ouais, les tags. Tu mets un tag dans un tag. Un tag HTML. Vas-y, excuse-moi, enchaîne. C'est terrible. Hop là. Sujet suivant. Alors là, je vais plus parler du coup de ce qui est OSINT. Donc moi, le sujet d'OSINT m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il est assez. Enfin, moi, je m'en sers pas mal aussi des fois lors de mes les audits que je peux réaliser, tests d'intrusion. Ça permet de rechercher des informations, des fois de trouver des choses qu'on n'aurait pas pu voir si on. Enfin, ça permet de creuser et de récupérer des informations pas forcément évidentes. Et comme ressource sur laquelle moi je fais ma veille énormément, il y a une personne qui fait tout simplement la veille pour nous, toutes les semaines. Et du coup, ce monsieur, c'est Sector... alors, je sais plus si c'est Sector Q35. Sector 035, on en est dit. 035 et c'est moi qui t'ai dit, mais c'est pas un Q. Tu m'as induit en erreur, mais oupsi doupsi. Et du coup, donc cette personne-là fait des petites reviews toutes les semaines, tous les lundis matins, sur ce qu'il a pu chercher dans la semaine et ce qu'il a pu trouver. Et vraiment, il peut traiter soit d'outils, soit de techniques, soit de choses, soit d'actualités liées à l'OSINT. Là, par exemple, il parlait du fait que le Docs file type n'était plus fonctionnel pendant un moment sur Google. Donc ça a fait paniquer un peu tous les gens qui utilisaient de l'OSINT. Ils ont creusé et ils ont trouvé un bypass, une autre manière de le faire. Et ensuite, Google a dit non, mais en fait, c'est un bug. Calmez-vous, on va réparer ça. Et ils ont réparé. et du coup, vas-y. C'est génial. Genre, tu sais, t'as un bug et t'as des gens qui aiment tellement ta feature qui trouvent un bypass pour auto-fix ta feature avant. Non, mais moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Un incident AP1. Ah non, AP3, ils ont trouvé un moyen finalement, ils se débrouillent. Non, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de. Enfin, là, ce qu'il disait dans cet article-là, ça montre qu'il y a pas mal de gens qui sont dépendants de Google et des docs possibles réalisables avec Google. Et donc, il s'est dit, puisque on a un peu trop l'habitude d'utiliser Google, quid des autres navigateurs. Et du coup, il s'est baladé sur DuckDuckGo, sur Yandex. Nice. Alors DuckDuckGo, il explique qu'il y a l'aspect des bangs qui permettent de chercher plus rapidement. Donc ça, moi, je m'en servais à l'époque et je trouvais ça très pratique dans DuckDuckGo. Mais il parle aussi sur Yandex des opérateurs de recherche. Et alors ça, je le connaissais pas du tout. Et la ressource en question est vraiment bien foutue. Donc c'est une dame qui fait de la recherche sur différents sujets liés à la cybersécurité et elle explique l'utilisation de tous ces opérateurs-là sur Yandex. Et donc tous les opérateurs. S'il te plaît. Est-ce qu'on a moyen de faire des et binaires dans nos recherches Google, s'il te plaît ? Alors, dans Google, pas à ma connaissance. Enfin, mais dans Yandex. Dans Yandex, du coup, ça a l'air. Est-ce que tu veux qu'on regarde ce que c'est ? Parce que moi, ça m'intrigue, je vais pas te mentir. S'il y a du bit shift left pour de la recherche, oui. Ah non, c'est tel mot-clé qui apparaît avant tel mot-clé. Alors, attends. En fait, c'est du streaming C++. Stop word and ignore it. Genre, ça serait le moins de Google ? Non. Pour moi, ce serait le net stop. Parce que le moins de Google, ce serait leur end note. Ah oui, ok. Stop word and ignore it. Ouais, pour moi, c'est vraiment pour dire on veut pas qu'il y ait SEO audit en un mot, mais SEO et audit. Mais, d'accord, ok. Je suis pas testé. Ouais,
Voilà, moi je connaissais pas du tout l'ensemble de ces filtres-là, donc faudra que je creuse un peu le sujet, mais je trouvais ça amusant. Et Est-ce que tu peux montrer la table un instant? bien sûr, Un désolé, poil je vais un peu plus bas. vite. Exclamation. Bon, ok, faudrait voir ce que ça fait. Le double, ok. Scroll un poil plus bas. Et roast. Putain, ça fait. Tu fais ta requête Yandex comme si tu setup un émetteur-prêteur. Ouais, mais attends, en vrai, filtré par type de meme type, filtré par. Et MemeType, c'est vrai que c'est intéressant Je ça. sais pas, même. En vrai, ça me fait penser à DubDubDub, PubData, un truc comme ça. Un site qui agrège énormément de texte et tu mets ta requête et ça fait vraiment du full texte dans, je sais pas, 500 000, 1 million de sites. Tu m'as dit comment? Je suis curieux. Bouge pas, je pense que c'est www.com. Public.com. Ouais. C'est un service payant. Et en gros, moi, je m'en servais un peu pour regarder si t'as une faille Comme ça ou des choses. Public. Ouais. Tout à fait. Et tu peux grep sur les pages principales, tu peux grep sur... Là. Il y a plus. Public. Est-ce qu'ils se sont fait... Bah si. Public, www.com. T'es en quoi? Je te le link via le Ouais, je Discord. veux bien. Bon. Tu me le leaks sur le Discord. Je l'ai mis dans le chat si tu veux. Voilà, très bien. Ok, parfait. Je vais choper ça tout de suite. Ouais, non, c'est quand même assez pratique. Ça te permet de grep soit sur les pages principales, soit sur les subpages post-scroll. Et du coup, Désolé tu peux pour choper la des grosse page. Ok, parfait. Merci. Ok. Zoom in. Tout de suite, chef. Hop. Et par exemple, là, si tu fais, tu cherches entre double côtes, point d'interrogation, page égale écrire. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches? Écrire sans le accent aigu. Ouais. Voilà, tu peux tomber sur plein de sites qui ont littéralement ce match et donc une technologie en particulier. D'accord. Ok. Mais Et tu donc fais a priori fingerprint le service est rapide. payant, c'est ça? Alors c'est plus compliqué que ça, c'est quand tu as des sites qui tombent en dessous d'un certain système de popularité, tu peux avoir des résultats gratuits. Si tu as un dork qui ressemble trop à je vais aller popper d'échelle, Ouais. et bah ta requête devient payante, même si c'est des sites vieux. Donc en gros, tu peux faut que tu te débrouilles pour avoir contourner des sites, le... suivant ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. Faut soit que tu payes pour et voir l'étendue des dégâts de comment ta technologie est utilisée, soit que tu trouves un dork qui identifie ce que tu veux sans être trop criant que ça pue la recherche d'assets. Ok, je connaissais pas du tout, j'aime beaucoup. C'est rigolo. Je garde dans un coin, celui-là il m'intéresse beaucoup. Et du coup, bon, pour continuer sur ce que je disais, il a cherché aussi pour Bing, il a regardé aussi Mediasova, je ne connaissais pas du tout. C'est lié à Yahoo? C'est ukrainien. Ok. Ukrainien, d'accord, je connaissais pas celui-là. Et bref, en gros, il a fait une liste des différents types de moteurs de recherche qu'il connaissait, etc. Et après, il se moque un petit peu de la situation. Voilà, bon, concrètement. Mais tout ça pour dire que cette ressource est vraiment très sympa. Et si vous n'avez pas besoin, enfin, si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête à avoir trop de feeds, etc., avoir ça en fond, c'est très bien pour pouvoir trouver des nouvelles choses et rester un petit peu en termes de news à jour sur tout ce qui est OSINT. Donc je recommande cette ressource qui est gratuite et qui est vraiment très sympathique. Voilà. Nice. Et du coup, je vais terminer par le sujet Forensic que j'ai beaucoup aimé en le lisant, qui m'a été recommandé du coup par la Luca. Et concrètement, Ça vite à zoomer un petit peu. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, mais le problème c'est que... c'est celui-là. Ah bah si, nice. Oh, Je t'avais dit, dès que tu snaps le mode tablette, ah oui, c'est t'as bien vraiment mieux. le sweet spot où ça devient ok pour... Parfait. Et c'est vrai que tu me l'avais dit, mais j'avais pas zoomé assez. 210%, là on est bon. Du coup, l'idée de son petit article, donc à monsieur Yugasek, c'est de partir du principe que la forensique c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas pour aussi attaquer et potentiellement essayer de pivoter. Du coup, lui, il a écrit un petit outil en PowerShell qui permet de faire des choses comme ça, et il explique un peu tout son cheminement sur comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et du coup, ce qui va l'intéresser dans ses attaques, ça va être de choper un dump de RAM ou
un crash dump. Donc il explique le dump de RAM, c'est plus pertinent pour l'aspect forensique parce que chaque bit va compter dans une enquête forensique, donc on est obligé de prendre un dump de RAM, mais du coup c'est fouillis, il y a toutes les informations qui sont en bordel. Là où un crash dump, en fait, étant donné que c'est utilisé à la base pour débugger, je rappelle, crash dump, c'est lorsque votre application rencontre un problème, on va prendre tout le contexte d'exécution, plein de différents éléments dans un seul élément qui va permettre d'analyser après pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qui a posé problème. Et donc lui, son idée, c'est de dire on va essayer d'attraper un crash dump, de l'analyser et de récupérer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des credentials, notamment sur le magnifique processus LSAS. Là, on parle bien d'un crash d'un process et pas d'une machine, pour que du coup le crash dump t'isole la mémoire du process et tout, et pas qu'on ait la mémoire RAM de toute la machine. C'est juste pour faire une grosse... alors, justement, il explique les différents types de memory dump qui peuvent être faits. Juste après. Je sais pas si ça répondra à ta question. Je pense que oui. Mais du coup... du coup, je passe juste sur une seconde avant. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à ça ? En fait, il y a un groupe rançongiciel appelé Lawrence qui a utilisé cette méthode-là pour pivoter sur des machines et il trouvait la méthode intéressante, donc il a creusé un petit peu et il explique que par Windows, tu peux avoir 3 types de gros crash dump concrètement. Il y a le Complete Memory Crash Dump, ça balance tout, pour être rapide. Le kernel memory dump qui contient la mémoire utilisée par le kernel au moment où ça a crashé, et un small memory dump qui contient moins d'informations et qui va garder différents éléments, la liste des drivers, des processus, des informations sur les threads, bref, plein de petites choses qui sont intéressantes. Et ce small memory dump, c'est aussi appelé mini dump. Mini dump, excusez-moi, j'articule en mal. référence au mini dump, le mini dump. Ça, je ne sais pas. Je sais pas, genre les mini-dumps implémentés dans Mimikatz et compagnie. Ah, alors, tu verras, on y revient du coup. Mais oui, du coup, c'est ça, tout à fait. Donc, il nous met un petit schéma expliquant la structure d'un memory dump. Il explique que Magnet Forensic et d'autres chercheurs ont fait pas mal de travail sur la structure des dumps et ce que ça apporte, mais il explique aussi que la structure a changé dans le temps, notamment a priori en 2016 il y a eu un autre article de recherche qui a été fait, parce que ça avait déjà été fait dans les années 2009 et même avant, je crois, et donc pour rester plus à jour, il y a un article qui est cité un peu plus bas qui parle de tout ça. Donc là, il expliquait ce que je disais, le fait que les dump pro c'est un peu intéressant pour la partie forensique et les crash dumps c'est intéressant pour du debugging et dans notre cas pour gratter des informations, sachant que tout est structuré, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, il dit maintenant c'est cool, mais nous on va essayer de récupérer les credentials qui se trouvent dans LSAS pour pouvoir essayer de pivoter dans la situation de pentest et là du coup d'un rançongiciel qui carrément attaquait une entreprise à partir d'un dump. Donc il explique que ce processus LSAS il est très souvent surveillé et du coup c'est un peu compliqué de s'attaquer directement à lui parce que les EDR ils le surveillent en continu pour éviter tout simplement qu'on dump les mots de passe. Du coup il explique les différentes méthodes qui vont permettre justement de concrètement accéder à cette information-là, donc au mot de passe dans ce dump-là et sans se faire repérer. Mais d'abord, comment est-ce qu'on travaille avec ? Donc il explique qu'on peut utiliser... Alors MRC, du coup, ça correspond à Magnet, qui est un outil forensique, Magnet RAM Capture. Et l'utilisation de Volatility. Volatility, donc un outil de forensique qui permet d'analyser les dumps, concrètement, dumps de RAM. Et donc là en l'occurrence il utilise Volatility 3 qui possède un plugin Windows HDump et donc il dit qu'à partir de ça on est capable de récupérer, on le voit dans le petit screenshot, les différents hashes grâce à Windows CacheDump qui est ici. Voilà. J'en profite tant que t'en es sur les cache dump et exfiltration. T'avais vu l'article où en gros t'arrives à faire crasher LSAS quand il est ouvert dans Chrome et avec la CSP report URL t'arrives à exfiltrer le crash de LSAS Alors non, mais c'est encore plus what the fuck et j'adore. Ça n'existe pas à ma connaissance. Mais j'aimerais bien moi, ça a l'air rigolo. Non. Oh là là, mais tu connais le truc où tu exfiltres la LEM via CSP ? La quoi ?
où tu exfiltres le LLM via CSP. Non, mais oh là là, mais faut pas me vendre du rêve comme ça. Moi, je suis crédule. Moi, je mange tout. C'est du pain béni pour moi. Trop laid. Got Ouais. trolled. Un petit peu. Aïe. Ensuite, le second élément, tout simplement, il utilise le plugin Mimikatz qui a été codé par monsieur. Alors désolé, je bouge dans tous les sens. bah, Ça va pas du gentil, tout. oui, hein. Euh, Benjamin Delpy. alors non, parce qu'en fait, Ah alors non. oui, Mimikatz oui, mais le module Volatility 2, en gros, tous les ans, ils font un tournoi ou un prix, je sais pas comment on appelle ça. Bref, un genre de tournoi qui est organisé tous les ans pour avoir des nouveaux plugins, et à la fin ils élisent les meilleurs plugins et leur donnent de la thune. C'est une manière qu'ils font pour essayer d'avoir des plugins toujours plus récents et toujours plus à la pointe, Volatility. Donc ça, je trouve que l'initiative est bonne. Et donc il y avait Francesco Picasso qui avait recodé ce qu'avait écrit Gentil Kiwi dans Mimikatz. Il avait recodé le CQRL, alors je sais pas comment il faut le prononcer. C'est sur LSA. CQRLSA, tout à fait, Logan Password, dans Volatility. Donc, pareil, là, cette fois-ci, on utilise Volatility 2 au lieu de Volatility 3. La différence, c'est la version de Python et du coup, la code base. L'approche, la config, la disponibilité des librairies. Clairement, le jour où il n'y aura plus que le 3, ça fera plaisir, mais l'overlap entre les deux, c'est... Actuellement, tu peux pas faire du forensic en envoyant que l'un, j'ai l'impression. Genre vraiment. Oui, le 3, a priori, pas... il est encore assez bancal sur certains aspects, là où le Volatility 2 était très... Ouais, mais bon, c'est un gros morceau aussi, hein. L'analyse forensique, c'est pas quelque chose d'évident, je trouve. Surtout vu la vitesse à laquelle les systèmes évoluent, les structures évoluent, les hardening pour éviter justement que ça se fasse facilement retrancher. Tout à fait. Bon enfer. Ensuite, il parle d'un autre outil qui s'appelle donc FizzMem to Profit, qui était un outil assez intéressant et assez curieux dans son fonctionnement. Concrètement, on envoie un agent C# sur le serveur dont on veut réaliser le dump et récupérer les informations. Et en fait, cet agent, il va faire quoi ? Il va charger donc WinPMem, un driver WinPMem, et il va capturer la mémoire vive et l'exposer sur le port TCP. Et du coup, ensuite, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ensuite, depuis un client Python, l'attaquant il va se connecter à la machine au port TCP et il va monter la mémoire vive sur le PC de l'attaquant, et ensuite il va faire son dump en local sur ta machine de l'attaquant et pas sur la target directement. C'est quoi ? C'est comme quand tu fais un tar ZCVF PipeNet 4, ou est-ce que c'est plutôt t'as ton fichier distant et tu peux aller te balader, et donc tu sais, comme quand tu fais un dump LSAS en remote, plutôt que de dumper tout le process, enfin, plutôt comme quand tu vas débugger la mémoire du process en remote pour choper juste les 30 bytes qui t'intéressent, ou tu dumpes tout. Alors moi j'ai l'impression alors j'ai pas creusé plus sur le driver WinPMem, mais moi j'avais l'impression la mémoire s'écrivait au fur et à mesure, c'est capture live memory. Bon, après le live memory ça veut juste dire mémoire vive, donc pour moi, le exposite expose tout l'attaquant, et à côté le port TCP se met en listen et tu vas dedans, et donc soit tu DL tout, soit tu vas piquer poke certains endroits qui t'intéressent. Moi là de ce que j'ai l'impression, c'est qu'il justement il va faire ce que tu dis, il va piquer poke, il va pas juste mount. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est que un crash dump, ça peut être assez énorme. Si on fait un crash dump entre guillemets OS système, on peut se retrouver avec des quantités de données, surtout si on se trouve sur des machines assez balèzes avec énormément de RAM. C'est simple, t'as combien de RAM ? Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le serveur, tu peux vite avoir 60, 120 gigas. Tu peux même monter à beaucoup plus en fonction de ce dont tu as besoin sur la machine en question. Et du coup, là, l'intérêt, c'était de faire en sorte justement de ne pas avoir besoin de rapatrier cet élément chez toi et de pouvoir directement le consulter et de faire ton dump à distance en prenant uniquement ce qui t'intéresse en fait. Et j'ai envie de troller un peu. Vas-y. Quand on fait à la rigueur pour de l'attaque, pourquoi pas, pour du forensic, la première chose à faire, c'est un backup de la machine, un vrai backup de la machine, où tu sais que même si tu craques avec la machine, si tu tombes avec dans les escaliers, t'as un backup et tu sais que t'as dumpé. Oui. Alors que là, on commence à aller mettre un process kernel qui va modifier forcément la mémoire utilisée pour exposer des choses et permettre de pickpock à distance. Donc c'est le côté, j'ai pas de réseau et j'ai besoin de le faire maintenant, mais ça veut dire que t'es obligé de le modifier sans l'avoir dump avant, sinon t'as pas de gain de temps, et si tu l'as déjà dump avant, rien t'empêche de juste laisser la machine tranquille et monter le dump.
Ouais. En vrai, pour de l'attaque, pour aller choper la mémoire, pour aller vite fait. Mais sinon, la première. Oui, règle tu de parles forensique, d'un point de c'est vue, quand même, forensique, c'est pas forcément. ouais, tu mets Enfin, une ça a pas diode, trop de t'essaies- justification d'exister, quoi. Il y a forcément des use cases, tu vois, on pense pas à tout, clairement. Ouais. Je pense qu'il y a des moments où tu as un client qui est loin, il a besoin de trouver la clé de déchiffrement, ou toi, tu es un attaquant et tu veux l'attaquer. Là, c'est ce qu'il dit, Bah, pouvoir choper le truc à Là, distance. en l'occurrence, Mais- je pense que c'est vraiment fait dans le but d'un attaquant. Je pense pas que ce soit Vu fait qu'il y dans a le but. attaqueur dessus, je pense, oui, Ah ouais. sur le schéma. Mais en Je- forensique, ce Et serait. puis tu vois, ce serait c'est fort. physique memory to profit. Tu vois, c'est vraiment le nom est en mode c'est de l'attaque pour le coup. Les Moi, forensiques ont un salaire aussi. Mais peut-être que des gens legit s'en servent pour de vrai. Hein. Mais ça me paraît très bizarre comme. Eh ben, jugeons-les un petit peu. Jugeons-les. Signalez-vous. Moi, j'ai besoin de savoir parce que ça me paraît quand même très très étrange. Je pense vraiment que ça s'est fait dans le but d'une attaque. Et donc, cet outil-là, ce qu'il explique, c'est que malheureusement, il est plus trop maintenu. Notamment, il se basait à la base sur Recall. Et du coup, ce dépôt n'étant plus maintenu, c'est devenu un peu obsolète. Néanmoins, il dit que la partie sur l'agent en C# était toujours pertinente. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie numéro 3. Ensuite, il explique l'attaque par conversion. Donc l'idée, c'est que tu vas prendre différents types de fichiers qui sont pertinents. Donc notamment fichiers d'hibernation, par exemple, ou les fichiers VMM qu'on va retrouver chez VMware. Et en fait, on va retransformer ces éléments-là. Alors, il y a un magnifique schéma qui explique ça, pour en fait reconstruire un crash dump. Et à partir de ce crash dump-là, en fait, récupérer les mots de passe. Donc c'est un peu tordu, mais j'aime bien l'idée. Et au final, on travaille avec de la mémoire et souvent on peut justement récupérer ces données-là et la retransformer. C'est juste le travail d'analyse de comment est-ce qu'elle fonctionne en amont et comment en refaire un crash dump correct et utilisable. Mais donc, a priori, il y a différents outils qui permettent de faire ça, principalement dans le Komae Toolkit ou dans Volatility 2. Voilà. Donc le nom de ces outils se trouve ici. Et a priori, il y a un article qui parle justement de tout ça, donc il l'a mis de côté. Et il explique que du coup... Ah, mais j'ai peut-être confondu tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était le memory dump qui était plus à jour. Je crois que c'est le fichier d'hibernation qui a été retravaillé. C'est le fichier d'hibernation et pas le crash dump qui a été retravaillé. Excusez-moi, rectification par rapport à tout à l'heure. Enfin, il explique qu'on peut utiliser aussi WinDBG pour donc récupérer le crash dump et ensuite importer le module mimilib.dll qui vient tout simplement du code qui a été écrit par Gentil Kiwi pour pouvoir extraire les mots de passe depuis un crash dump. Donc ça, c'est une des méthodes possibles. Et voilà entre guillemets les 6 grosses méthodes qu'il exposait pour pouvoir justement récupérer des informations lorsqu'on veut pivoter depuis un crash dump. Et ensuite, il s'est dit, c'est cool tout ça, mais moi, c'était juste pour me documenter. Maintenant, j'attaque et je fais mon outil. Donc, il voulait reproduire l'attaque du gang rançongiciel Lorenz. Et du coup, il y avait plusieurs problématiques qu'il rencontrait. Comment est-ce qu'on fait pour stocker le dump de RAM ? Est-ce qu'on le laisse sur le serveur de base ? Est-ce qu'on le récupère chez l'attaquant ou pas ? Bon, voilà. Au niveau du crash dump, du coup, qu'est-ce qu'on veut comme structure de crash dump pour l'analyser ? Comment est-ce qu'on récupère ce qui nous intéresse ? Bref, pas mal de questions sur différents sujets. Est-ce que tu ne te fais pas détecter par l'EDR ? Comment est-ce que tu gères ? Est-ce que tu fais du debugging ou pas ? C'est sympa le spoiler alert, les EDR n'aiment pas Mimilib. Justement. Justement, Mimilib, il se fait flag très vite et donc ils sont en mode oui, ok, j'avais pas vu que tu avais lu cette partie-là, excuse-moi. Mais do not like it. Tout à fait. Donc pour ça, il a plein de réponses qui sont toutes intéressantes. Concrètement, sur la partie stockage, en fait, il va garder le crash dump sur la machine attaquée. Pas besoin de la télécharger, comme on peut faire du remote debugging, concrètement. Le crash dump, il va utiliser Dumpit de Magnet parce qu'il trouve que c'est stable et ça évite de faire des gros blue screen of death. Donc, il remercie l'auteur de cet outil-là qui fait du bon travail. Pour la partie acquisition, en fait, il va tout simplement créer un partage temporaire
donc avec PS Drive sur le lecteur réseau. Et ça, c'est juste pour le transfert de tout pour la partie réaliser le crash dump. Et ensuite, pour la partie de défense, en fait, il a testé avec plein d'EDR différents. Et en fait, en général, les EDR, ils cherchent pas sur tout ce qui va être mémoire physique. Donc, il passe à côté quand tu fais un dump qui est global et pas un dump très ciblé. Concrètement. Parce que si tu vas te concentrer sur des processus comme SAS ou d'autres qui peuvent être critiques pour le système Windows, tout de suite tu vas te faire flaguer. Tandis que si tu fais un gros dump de tout le système, crash dump, et il est en mode tout va bien, la vie est belle et je te laisse faire. Voilà. Et ensuite, il commence à se sentir menacé en tant que EDR sur la machine, que la machine commence à vraiment dumper des IO et tout. Tu sais que si tu te mets à analyser l'intégralité du contenu de la machine en même temps qu'il se fait dump, genre ça ne peut pas bien se passer. Il y a un moment, le DR il doit lâcher quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un magnifique mème qu'il a mis juste ici où le DR du coup s'en fout un peu. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'à partir de ça, il fait donc comme on l'a vu un peu dans le schéma précédent, il va faire son remote de debugging avec WinDBG sur le crash dump de la machine visée. Et ensuite, il va charger le Mimilib directement depuis son WinDBG distant, donc sur sa machine à lui. Enfin l'attaquant, et du coup il peut pas se faire flaguer puisque ça reste sur sa machine, et il peut récupérer l'ensemble des mots de passe en plus de ça directement sur sa machine. Il va pas se faire flaguer sur le file system, mais t'as quand même le comportement qui va aller remote load d'une DLL. Bon, le DR il faut se réveiller. Ouais, mais alors oui effectivement, mais après en soi tu fais du WinDBG, enfin c'est du debugging distant. Non, t'as du DBG local, mais t'as pas dit que le debugger en local allait chercher le minilib DLL. Oui, en local, mais en local de la machine, de la machine de l'attaquant. En fait, c'est depuis l'attaquant à distance. Ah, mais du coup, Mimilib, tu l'as dans ta, il est en local. Tu l'as sur ta machine d'attaquant et pas sur le serveur visé. D'où le fait que tu puisses pas te faire attraper. Voilà. Mieux, clairement. Donc il nous fait Moins on amène d'outils sur la machine qu'on essaie de pouner, plus on la laisse tranquille. Tout à fait. Et je trouvais vraiment l'astuce intéressante et pertinente sur le fait de, en fait, on laisse tout ce qui a besoin de rester à sa place, reste à sa place. On s'en complique pas avec la vie de se déplacer tout, et on va juste travailler à travers le remote debug, et on se fait pas attraper la main dans le sac comme ça. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Et il met quand même un gros warning en disant faites attention parce que si vous faites ça, vous pouvez quand même ralentir très fortement les serveurs. Donc si ces serveurs ont un intérêt critique pour une entreprise en tant que du coup pen tester, etc., il faut être conscient de ce qu'on fait. Et puis ça peut aussi même les faire crasher. En l'occurrence, lui, il a pas eu le cas. Mais si on fait un crash dump un peu trop violent et que l'outil en question le fait pas forcément correctement, on peut se retrouver à casser des choses. Donc il faut bien faire attention à ça et en être conscient. À quand le hécatombe du remote DBG dump it? Parce qu'en gros, il y a eu les dump API qui permettaient de dumper la API avec les secrets sur les Windows en distant. Il y a eu Hécatombe qui allait automatiser le fait de tomber des passes, de les récupérer, de faire du rejeu pour aller tomber plus de machines et tomber plus de passes, et donc ça faisait sapin de Noël instant. Si on se met à faire ça avec le concept de je vais remote crash un process ou remote dump un process pour le récupérer, du coup tu chopes des creds pour aller dumper d'autres machines avec les comptes locaux ou autres que tu rejoues. Genre, si tu fais une vague de crash dans le parc comme ça. Tu pourrais ralentir tout le parc d'un coup, tout à fait. Mais surtout que du coup, vu que tout crash, tu sais, t'en as un qui fait 4, qui font 16, qui font vachement plus. Ça va très vite et t'as un engorgement réseau, un peu comme quand les Windows 10 faisaient toutes leurs mages en même temps. Ouais, effectivement, ça serait violent. Et oui, c'est vrai que je l'ai pas du tout précisé pendant tout l'article, mais concrètement, tout ça, c'est réalisable uniquement si on est déjà admin de la machine, parce qu'on peut pas faire des crash dumps comme ça en un claquement de machine. Un claquement de doigt, pardon. Claquement de machine. Oui. Et donc l'outil qu'il a réalisé qui est disponible sur GitHub, donc Forensic justement. Et voilà. Et donc j'ai trouvé l'article vraiment hyper intéressant dans sa manière de voir la chose. En soi, il a repris quelque chose qui était déjà utilisé, mais l'analyse et la description de tout ce qui existait, je trouvais ça très intéressant. Voilà. Et c'était tout pour moi. Excellent. Dra, est-ce que tu peux que je refasse un ou deux avant de te passer la main? Bien sûr, je t'en prie. Chouette. Je peux arrêter le partage, c'est bon? Tu peux l'arrêter. Je viens de faire le switch. Parfait.
cool, parce qu'il me reste un petit paquet, donc je pense que ce sera un peu plus sympa si on varie.